and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme, un podcast créé pour la plateforme Spectre, que vous pouvez donc retrouver sur spectremedia.org et sur vos plateformes d'écoute préférées. Alors dans cet épisode, nous allons parler de l'Inde et plus spécifiquement de l'extrême droite indienne. Et pour cela, je suis très heureux de recevoir le politiste Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI, le Centre de recherche international, qui est lié à Sciences Po et au CNRS, qui travaille depuis longtemps sur ces questions. Il a écrit de nombreux articles et de nombreux livres sur le nationalisme hindou, en anglais comme en français, notamment en 2019 le livre « L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique ». Et à ce titre, il est un spécialiste mondialement reconnu. Bonjour Christophe Jaffrelot. Bonjour. Alors, le nationalisme hindou, c'est un courant politique incarné par une organisation politique, le BJP, qui signifie en français le Parti indien du peuple. Sa figure de proue en Inde, comme à l'échelle internationale, c'est évidemment Narendra Modi, qui est au pouvoir depuis 2014, donc depuis presque 10 ans, et il aspire, selon toute vraisemblance, à rester Premier ministre en emportant les élections législatives qui doivent se tenir l'année prochaine, en 2024. Mais le nationalisme hindou, ce n'est pas un phénomène réductible à Modi ou au BJP, et par ailleurs, ce n'est pas un courant de création récente. En réalité, on dit souvent que le BJP est l'aile politico-électorale, à la fois front politique et vitrine électorale d'un mouvement beaucoup plus vaste, le RSS, qui signifie en français l'Organisation des volontaires nationaux, un mouvement de masse créé en 1925 et largement enraciné dans la société indienne et extrêmement ramifié puisqu'il a engendré au cours du XXe siècle un vaste réseau d'organisations satellites, réseau que l'on nomme le Sangh Parivar, des organisations culturelles et religieuses comme le VHP, qui signifie en français le Conseil hindou mondial, des organisations de jeunes, de femmes, syndicales, d'éducation populaire, des think tanks, des coopératives, des médias, etc. Et puis une aile politique qui est le BJP, mais aussi des mouvements qui peuvent être qualifiés, on verra peut-être avec vous, de milices qui sont bien souvent armés, entraînés et qui s'en prennent régulièrement, plus ou moins régulièrement peut-être selon les États, aux minorités, notamment la minorité musulmane, à des opposants ou opposantes politiques, etc. C'est donc tout ce mouvement dont je voudrais que l'on parle dans cet épisode avec Christophe Jaffrelot, en essayant de comprendre leur vision du monde, leurs projets de société, les politiques qui sont menées par Modi et le BJP depuis leur accession au pouvoir en 2014, la montée de l'autoritarisme, mais aussi les résistances qu'ils rencontrent dans la société indienne, ainsi que les alternatives politiques existantes ou qui pourraient émerger dans les années à venir. Alors pour commencer, est-ce qu'il vous serait possible de nous raconter l'histoire du RSS, dont l'existence, l'idéologie et l'enracinement restent finalement assez peu connus et peu pris en compte en France quand on évoque Modi et le BJP? Oui, le RSS, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la matrice. C'est la matrice de ce mouvement nationaliste hindou. Mais ce n'est pas lui qui en a inventé l'idéologie. Et pour comprendre le RSS, il faut se situer dans une perspective historique un peu plus large, et en tout cas remonter au début des années 20, lorsque un homme, Savarkar, donne la charte idéologique du nationalisme hindou. Dans un petit livre qui s'appelle Hindutva, Who is a Hindu, qui a été d'ailleurs écrit en anglais directement, et où Savarkar établit la doxa, la doctrine du nationalisme hindou. Et c'est une doctrine qui permet de voir en quoi l'hindutva, qu'on pourrait traduire par l'hindouité, se distingue de l'hindouisme. Savarkar ne considère pas que les hindous forment une communauté de croyants. Ce n'est pas la religion, le socle de son identitarisme. Non, les hindous, c'est un peuple, pour lui. Et ce peuple, il l'inscrit dans une histoire très longue. Les nationalistes hindous vivent dans le passé, vivent dans l'histoire encore plus que les autres nationalistes. Lui dit, les hindous, c'est en fait le peuple originel, c'est le peuple premier, qui est même antérieur à tous les autres. Ce qui veut dire que ce sont les fils du sol, et les autochtones de l'Inde, ce qui est un point très important, et ce qui veut dire que c'est aussi une race. Il va utiliser le mot. Alors, il est très embêté parce que le mot race n'existe pas tel quel en hindi,
Et donc, dans ce livre en anglais, il utilise en permanence un autre mot, hindi, jati, donc qui va dire race-jati en permanence. Hein. Jati, c'est l'espèce, mais il y a des espèces de tout. Par exemple, la caste, c'est une espèce. Et le mot jati, nous, indianistes, on l'utilise d'abord pour désigner la caste. Mais lui, il dit, les hindous, c'est une race jati, pour dire, ce sont les descendants des premiers Indiens, des pères fondateurs de ce territoire, de ce terroir, et dans nos veines coule leur sang. Et ça, c'est explicite. Donc, premier critère majeur de la définition de l'hindutva, de l'hindouité, la race. Deuxième critère, qui est plus paradoxal, c'est le territoire. On est hindou parce qu'on est dans cette descendance qui s'enracine dans une terre sacrée, l'Aryavarta, sous l'arc himalayen, de l'Indus à la mer, hein, il utilise le sanskrit, de Sindhu à Sindhu, et donc le caractère sacré du territoire, que là pour le coup on peut rattacher à l'hindouisme, est le deuxième critère d'appartenance à cette communauté. Hein, et il va dire, les hindous sont à la fois patriotes, ils rendent un culte à Matrabhumi, qu'on pourrait traduire par mère patrie, et là on retrouve d'ailleurs des racines indo-européennes, mais ils ont aussi cette allégeance parce que l'Inde c'est leur Punya Bhumi, leur terre sainte. Terre sainte. Alors ces deux critères fondateurs, la race d'un côté, la terre sainte de l'autre, sont quand même deux éléments qui nous rappellent d'autres mouvements du même ordre. Les affinités avec le sionisme, par exemple, sont assez perceptibles. Et aujourd'hui, on en reparlera, mais aujourd'hui explique les relations très fortes entre l'Inde et Israël, et en tout cas des courants de l'Inde et d'Israël qui se réclament de cette vision du monde. La culture, la religion vient au second plan. Dernier élément fondateur, la place des minorités dans tout ça est forcément seconde. C'est-à-dire que les musulmans, les chrétiens sont perçus comme des pièces rapportées. Alors, pour les musulmans, en plus de ça, des envahisseurs, bien sûr, hein, sanguinaires, mais ils ne peuvent être que citoyens de seconde zone. Et dans tous les textes qui vont égrener la carrière du nationalisme hindou dans les années 20, 30, les textes fondateurs, chaque fois, les musulmans sont sommés de prêter allégeance à la culture de l'hindutva ou d'accepter de n'être que des citoyens de seconde zone. Et c'est dans ce contexte que naît le RSS, parce que le fondateur, Edgevar, est un disciple de Savarkar, un homme qui va lui vouer une forte admiration, et lui va mettre en musique l'idéologie. Son idée n'est pas de revenir sur la doxa, il la prend comme telle, il l'adopte comme telle, et depuis d'ailleurs elle a fait Flores, c'est la même idéologie depuis un siècle qui est reprise par ces gens, mais par contre il veut passer à l'action. Et l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire muscler les hindous, tant d'ailleurs psychologiquement, moralement, mentalement que physiquement, et il crée cette organisation, le RSS, au milieu des années 20, dans ce but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire recruter de jeunes enfants hindous qu'il va falloir discipliner. Discipliner en les faisant exercer des jeux tous les matins, ensemble, sous la houlette d'un pracharak, d'un prêcheur, d'un cadre du mouvement, pour qu'ils s'imprègnent de l'histoire telle que les nationalistes hindous la racontent et qu'ils deviennent aguerris. Alors, en maniant des armes blanches, seulement, mais dont ils sauront se servir au besoin, et puis ceci donc avec un uniforme, le calot noir, la chemise blanche, le short kaki, les boots, c'est l'uniforme de la police britannique. Ils ont repris l'uniforme de la police britannique. Et puis le lati, le bâton, le bambou avec un bout ferré qui était aussi utilisé par la police britannique. Ça c'est
l'uniforme et l'arme, entre guillemets, que les jeunes du RSS manient dans les chakas, les branches de l'organisation, que des pracharak, des cadres qui ont été formés à cela, créent à travers toute l'Inde. Et ils vont essaimer. La croissance du RSS est linéaire jusqu'à la fin des années 40, avec évidemment une montée en puissance lorsque la Ligue musulmane elle-même progresse et obtient la création du Pakistan, parce que là, il y a des émeutes entre hindous et musulmans, et du coup, la nécessité d'armer les hindous apparaît encore plus forte. Donc on peut dire que dans les années 47, 46-47, lorsque la partition se profile à l'horizon, on a 600 000 militants, surtout dans le nord bien sûr, et l'ouest. Le sud, on en reparlera sans doute, est beaucoup plus indifférent, voire hostile à cette idéologie. Mais ça a été un mouvement qui aura, en quelques années, en quelques 15-20 ans, pris une ampleur nationale sur cette base à la fois idéologique et organisationnelle. Et alors on dit assez souvent que le RSS a pris modèle, au départ en tout cas, sur un certain nombre d'organisations européennes, en particulier les partis fascistes italiens et allemands. Est-ce que vous confirmez cet aspect-là? Alors, vous avez surtout évoqué l'aspect idéologique, et il y a aussi cet aspect, disons, organisationnel. Et par ailleurs, dans quelle mesure les choses ont évolué en termes justement de modèle d'organisation et de fonctionnement organisationnel, peut-être dans l'après-guerre et après l'indépendance? Quand et comment se sont constituées ces organisations satellites? Est-ce que ça a été le produit d'une stratégie très pensée, très élaborée par un centre? Qu'est-ce qu'il en est peut-être encore aujourd'hui, d'une certaine manière? Est-ce que le RSS, c'est simplement un écosystème un peu acéphale, c'est-à-dire sans véritable centre, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui une organisation dotée d'une direction centralisée avec une stratégie que les autres organisations sont censées mettre en œuvre en musique, etc. Alors la question des influences européennes est très intéressante. Il ne fait aucun doute que Savarkar lui-même, le père de cette idéologie, était pétri d'influences européennes. Mazzini a été son héros au point qu'il en fasse la biographie. Savarkar découvre tout ça en Europe. Il vient étudier à Londres au début du siècle, devient un révolutionnaire qui va organiser un complot contre des responsables britanniques. Il sera impliqué dans le meurtre de l'un d'entre eux. C'est ce qui fait qu'il se retrouvera en prison dans les îles Andamans pendant des années et des années. C'est pas là qu'il a trouvé les ferments de xénophobie. C'est pas lui qui en tout cas va les introduire dans l'idéologie du RSS. Mais il ne fait aucun doute qu'il est façonné par des idées européennes. Alors, il ne les exprime pas, on ne les trouve pas dans son texte. Par contre, on les trouve dans un autre texte qui est peut-être plus tardif, mais très important, qui date de 1938 et qui s'appelle « We are our nationhood defined ». Encore un truc écrit en anglais directement, c'est tout à fait intéressant, et c'est ce qui fait penser que les influences extérieures sont aussi d'autant plus importantes. C'est que ces gens ne se retrouvent pas dans leur langue vernaculaire. Gandhi, lui, écrit en Gujarati. Quand il écrit son livre, le seul qu'il ait écrit, Swaraj, il l'écrit en Gujarati. Il est inséré dans la culture de son pays. Eux qui se réclament de ce pays à corps et à cri, ne cessent de faire leur propagande, leurs écrits en anglais. Ce texte est très important, il date de 1938 donc. On l'a attribué d'abord aux frères de Savarkar. Il est possible que le premier jet soit issu de cette plume. Celui qui en tout cas officiellement en est l'auteur, c'est le deuxième chef du RSS, Golwalkar, qui succède à Edgevár en 1940. Et là, les influences européennes sont flagrantes. Il n'y a pas une note de bas de page, ou presque, qui ne soit issue d'un écrit européen. Mais alors, des écrits européens qui ne sont pas directement associés à l'extrême droite. Par exemple, il utilise beaucoup Bluntschli,
qui est un auteur allemand où l'on peut évidemment retrouver les origines ethniques du nationalisme à l'allemande, comme dirait Louis Dumont. Hein. Bon, il utilise Gumplowicz, où on fera le même, je dirais, rapprochement. Mais il n'utilise pas Gobineau, il n'utilise pas des auteurs qui sont explicitement d'extrême droite. Donc première remarque qui nous laisse dans de l'ambivalence. Oui, il y a de l'influence, mais elle ne va pas jusqu'à façonner une version indienne du fascisme, si vous voulez. Par ailleurs, deuxième remarque un peu préliminaire, ils ont eu connaissance de la manière dont le mouvement fasciste s'organisait en Italie. L'un d'entre eux, B.S. Munge, qui est en fait le mentor de Ed Guevara. Savarkar est un peu son guide intellectuel, mais Munge, qui est plus âgé, lui aussi de Nagpur, hein, j'aurais pu le préciser avant, tous ces gens viennent de la même province. Ils sont tous du Maharashtra, de la province de Bombay, et tous de haute caste, tous brahmanes, on pourra y revenir. Munge, lui, est allé à Rome, est allé voir le mouvement Balila, à l'occasion de la conférence de la table ronde du début des années 30 à Londres, et il fait une tournée européenne. Et il est fort probable qu'il ait ramené une idée de ce qu'était une organisation disciplinée à l'européenne. Mais on est au début des années 30. Le RSS existe déjà. Et donc, ils vont incorporer cette influence additionnelle, mais en cours de route, si on peut dire. C'est pas fondateur. Maintenant, la troisième remarque préliminaire qui s'impose, c'est que lorsque le nazisme commence ses conquêtes territoriales, l'Anschluss de 38 étant un moment tout à fait notoire, hein, qu'il ne néglige pas, eh bien on voit une forme d'approbation, alors plus qu'une forme d'approbation, une approbation explicite. Le nazisme est un modèle. Est un modèle parce que la façon dont les nazis traitent les juifs, eh bien c'est la façon dont les hindous doivent traiter les musulmans. Et ça, c'est noir sur blanc dans le livre de Golwelka de 38. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas en mesure de dire c'est un décalque, c'est une réplique, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui, ils sont certainement influencés, mais leurs références profondes, qui en font un mouvement fermé, xénophobe, exclusif, extrémiste, c'est pas des références européennes. C'est la caste, c'est la hiérarchie de la caste, c'est la pureté du sang telle que on la comprend dans le monde de la caste. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher le génisme européen pour avoir leur propre modèle de fermeture sociétale. Et c'est une fermeture qui du coup est un peu différente des autres. Parce que dans le livre de Savarkar par exemple, il ne s'agit pas d'exterminer l'autre, comme on pourrait le penser quand on verra la solution finale se mettre en œuvre en Europe. Il s'agit de le mettre au bas de l'échelle, comme toujours dans le système des castes. Et les musulmans peuvent avoir une place tout en bas. Et ils sont censés prêter allégeance à ce qui est tout en haut. Et c'est ce qu'on attend d'eux, c'est ce qu'on attend explicitement d'eux. Donc moi, je continue de penser que le mot de fascisme ne s'applique pas si bien à ce cas d'étude, précisément en raison de ses racines dans la tradition hindoue, dans la tradition, on peut dire, de haute caste hindoue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des influences, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un bricolage, mais je pense que il faut garder aux formules historiquement situées et géographiquement situées leur spécificité, pour ne pas mettre sous un même umbrella, comme on dirait en anglais, hein, des choses qui se distinguent tout de même les unes des autres. Et peut-être sur cet aspect de ce qu'est ou ce qu'a été et ce qu'est aujourd'hui le RSS en termes de
plus ou moins de degré de centralisation, notamment dans ses relations avec les organisations satellites. Parce que si on prend en particulier le BJP, c'est une organisation de création relativement récente, si je ne m'abuse, début des années 80, on peut se demander quel est le degré d'autonomie relative vis-à-vis du RSS. J'imagine d'ailleurs qu'il est sans doute changeant et que la place très centrale qu'a pris Modi et sa popularité dans la population fait qu'il a gagné des degrés d'autonomie vis-à-vis du RSS. Mais voilà, j'aimerais bien vous entendre sur ça. Est-ce que organisation centralisée ou écosystème? Alors, ce qu'on appelle le Sangh Parivar, la famille du Sangh, la famille du RSS, c'est un mode d'organisation tout à fait exceptionnel, et qui d'ailleurs, à mon avis, explique largement la longévité du phénomène. Je ne connais aucun mouvement de ce type qui soit vieux de quasiment un siècle. Un mouvement qui dure pendant un siècle, avec la même idéologie, le même modus operandi, les mêmes rituels, les mêmes références, c'est vraiment exceptionnel. Et il n'a cessé de s'étendre. Alors, une des explications, c'est précisément cette centralité qui s'accommode d'une forme de décentralisation. Il y a une forme de centralité, évidemment, le RSS, c'est le creuset. Donc, dans le RSS vont être formés, dès l'enfance, des centaines, des milliers, et maintenant on pourrait dire des dizaines de milliers de cadres. Des gens qui, dès l'âge de 7 ans, vont dévouer toute leur existence à cette organisation. Ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'autres activités professionnelles, ils sont dans ce moule. Et le RSS va les envoyer dans différentes succursales ou filiales, dont vous avez donné la liste, des syndicats étudiants, des syndicats ouvriers, des syndicats paysans, des mouvements religieux, de toutes sortes. En fait, il n'y a pas une corporation professionnelle qui n'ait pas son organisation liée au RSS. Les avocats, les médecins, les anciens militaires, bref, tout le monde. Alors, ils envoient leur pratcharak dans ces organisations. Et eux répliquent au niveau de ces organisations la façon dont fonctionne le RSS. Ça veut dire que le RSS ne fait pas du micromanagement. Il ne va pas s'intéresser à la façon dont est géré le syndicat ouvrier, le BMS, le syndicat étudiant, les BVP. Mais, de fait, ça sera géré de la même façon. Et de fait, il y aura une référence commune. Le socle cognitif et le modus operandi, le mode opératoire, est le même. Et donc, ça donne une grande souplesse, puisque finalement, on n'a pas besoin de constamment report to the center, parce que la périphérie réplique le centre. Maintenant, ça crée aussi quand même des inégalités, ça fait courir un risque à l'organisation. Quand il se trouve que l'une de ces succursales tombe entre les mains d'une personnalité particulièrement forte qui veut en faire sa chose, alors il n'y a plus de réplique. Il y a une forme de dissidence, en tout cas d'innovation. Et c'est un peu ce qu'on voit avec le BJP de Narendra Modi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée de créer un parti politique n'était pas du tout au programme quand le RSS a été fondé. Il ne s'agissait pas de prendre le pouvoir politique. On pourrait dire qu'ils pratiquaient une sorte de guerre de position, pour reprendre un langage gramscien en quelque sorte, c'est un peu leur idée à l'époque. Alors, ils cherchaient surtout, et ça nous permet de rester gramsciens, à conquérir la société, à convertir la société, à devenir hégémonique au sens de Gramsci en manufacturant du consentement. L'idée, c'est ça, au niveau local, avec ses chakas, avec ses dizaines de milliers de branches au niveau du village, au niveau du quartier, au niveau de la ville, de faire que tout le monde se reconnaisse dans cette vision de la société, cette vision de l'histoire, cette vision du monde. Pour reprendre une autre référence européenne, c'est le rhinocéros de Ionesco. Finalement, on fait tomber dans la doxa dominante, dans le discours dominant, les individus les uns après les autres, et le pouvoir politique, il tombe comme un fruit mûr. On va pas le conquérir, on va pas disputer les élections. Mais voilà que en 48, c'est l'un d'entre eux, Nathuram Godse, qui assassine le Mahatma Gandhi. Et pour une raison très claire, qui nous ramène à nouveau à des comparaisons,
Gandhi est assassiné par un hindou de la même façon que Rabin a été assassiné par un Israélien. Parce qu'il est vu comme un traître à sa communauté qui a laissé l'Inde se faire couper en deux par la création du Pakistan. Il fallait s'en débarrasser. Et Nathuram Godse, lors de son procès, n'a aucun remords. Il explique que c'était ce qu'il fallait faire. Il l'a fait. Et aujourd'hui, ce que l'on entend en Inde, c'est qu'il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Sauf que en 48, puisque le meurtre est de janvier 48, ça amène Nehru, le Premier ministre, à interdire le RSS, qui d'ailleurs est totalement démantelé. 20 000 militants derrière les barreaux, les chefs qui rentrent dans la clandestinité, et personne pour les défendre sur la scène politique. Personne pour sortir du bois et au Parlement ou ailleurs dire il faut légaliser le RSS. Donc ils négocient avec l'État, ils acceptent des concessions et assez vite en fait, tout début des années 50, ils retrouvent un droit à l'existence légale. Mais ils créent aussitôt un parti politique précisément pour avoir un bras armé dans l'arène politique qui devra les défendre lorsque la question se fera sentir. Donc on crée le Jan Sangh à l'époque, qui va se transformer en BJP en 1980, et qui est l'un des différents fronts de la famille du Sangh. Simplement, quand Narendra Modi en prend le contrôle en 2014, il s'affranchit de la tutelle du RSS. Jusque-là, tous les chefs du BJP avaient suivi les consignes, ou en tout cas la stratégie que le RSS pouvait dicter. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire du micromanagement, mais le RSS donne le là, en quelque sorte. Et donc, on va dans la direction qu'il a donnée. Avec Modi, c'est tout le contraire. C'est Modi qui décide dans quelle direction il faut aller. Et on a une vraie inversion du rapport des forces, totalement inédit, qui déstabilise beaucoup le Sangh Parivar, sauf que il est au pouvoir, il est populaire, il est réélu. On ne peut pas faire autrement que de se rallier à son panache. Mais la question qui va se poser, c'est après qu'il quitte la scène politique, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment est-ce que l'équilibre interne du Sangh Parivar sera rétabli? C'est en fait le moment où l'organisation connaîtra son vrai défi existentiel. Et la succession de Modi, non seulement à la tête de l'Inde, mais à la tête du BJP, sera un tournant dans un sens ou dans un autre. Et sur quoi portent les divergences, justement, éventuellement, entre la direction du RSS et le BJP de Modi, où Modi, actuellement, est la direction, j'imagine, autour de Modi? Eh bien, c'est là l'autre problème, c'est qu'ils ne sont pas divergents sur le fond. Et c'est pour ça que le RSS ne peut pas le critiquer. Il applique le programme du RSS. C'est pas sur le fond qu'il pose problème, c'est sur la forme. C'est-à-dire que c'est une organisation qui n'a jamais reconnu le chef comme une autorité supérieure, en tout cas pas à ce point. Et c'est en ça d'ailleurs qu'il se distingue des fascistes aussi. On ne connaît pas de mouvement fasciste où la mystique du chef ne soit pas fondamentale, structurante. Et d'ailleurs, les partis fascistes ont un mal fou à survivre à la disparition du chef. Le RSS a eu 9 dirigeants, on ne connaît même pas leur nom. Personne ne se rappellera, hormis Edgevar et Golwalkar, de qui a dirigé le RSS. Parce que le chef passe, le mouvement continue. C'est un mouvement qui, au contraire, fait profession d'abolir les personnalités. Ils appellent ça des angularities. On ne veut pas d'angle, on ne veut pas de personnalité. On veut que tout le monde se fonde dans le tout. Et on a tous le même uniforme, on est tous pareils. Le chef a le même uniforme que le fantassin. C'est pas un hasard. Alors, Modi, c'est tout le contraire. Modi, lui, il change de vêtements toutes les demi-journées pour être toujours vu, pour être toujours en scène, pour être toujours aux avant-postes. C'est le culte de la personnalité incarnée. Et il n'en fait qu'à sa tête. Enfin, il suit son propre instinct politique. Donc là, il y a un vrai enjeu parce que ça crée ça déstabilise
le mode de fonctionnement traditionnel du RSS. Mais sur le fond, il fait ce que le RSS a toujours voulu faire. Et d'ailleurs, ils en sont comme fascinés. Parce que ils osent des réformes que jamais ils n'auraient vues, qu'ils n'auraient jamais cru possible. L'abolition de l'article 370 de la Constitution qui donne une autonomie au Jammu et Cachemire. La construction du temple d'Ayodhya. Toutes ces choses qu'il n'osait pas demander, il les fait. Donc, pour l'instant, il souffre en silence, si j'ose dire, à la tête du RSS. Et alors, comment le BJP et Modi en particulier sont parvenus à contester l'hégémonie du Congrès, qui a dominé la vie politique indienne très longtemps après l'indépendance? Comment ils sont tout simplement parvenus au pouvoir donc en 2014? Et peut-être question un peu différente, comment ils s'y sont maintenus? Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir sur des propositions essentiellement économiques, de création d'emplois, etc. Promesses qui n'ont pas réellement été tenues, si je ne m'abuse. Et ils ont ensuite peut-être un peu changé leur fusil d'épaule, un peu d'ailleurs comme l'a fait Erdogan en Turquie. C'est un programme anticorruption assez libéral sur le plan économique, mais qui a été marqué ensuite par un très fort raidissement autoritaire et des attaques assez permanentes contre les minorités, notamment kurdes. Est-ce que le parallèle là peut fonctionner avec Modi? Oui, alors il y a beaucoup de pistes là à explorer. Comment ils sont arrivés au pouvoir? Ils sont arrivés au pouvoir en ne remportant que 31% des voix, d'abord. Et s'ils ont réussi à avoir une majorité absolue avec si peu de voix, c'est parce que leur force était concentrée dans des régions, bien sûr très vastes, mais néanmoins limitées à l'échelle de l'Inde. C'est la distorsion inhérente au mode de scrutin à un tour. On est suffisamment puissant dans un nombre suffisamment grand de circonscriptions pour avoir les 272 sièges qui permettaient d'avoir la majorité. Mais ça relativise quand même l'hégémonie en question, parce que ce sont des gens qui sont minoritaires à l'échelle de l'Inde. Après, effectivement, Modi a remporté ce scrutin sur un programme anticorruption, sur un programme économique, lorsqu'il a mis en avant ce qu'il a appelé le modèle gujarati. Le Gujarat, c'est sa province d'origine, qui a toujours été économiquement très dynamique, qu'il a réussi à promouvoir sur un mode vraiment démagogique. Ça a marché. Bon. Et puis, quand même, c'est le nationalisme hindou, le subtexte de tout ça. Même si, dans la campagne de 2014, ça n'apparaît pas beaucoup. Mais tout le monde se souvient de Modi, chef du gouvernement du Gujarat, qui en 2002 a présidé à un pogrom ayant fait 2000 morts parmi les musulmans. Donc, il a aussi bénéficié d'une forme d'islamophobie qui va crescendo en Inde, mais qui est déjà bien constituée en 2014, et qu'on peut expliquer en partie par les attentats islamistes des années qui précèdent, l'attaque du Parlement en 2001, les attaques à Bombay, Mumbai en 2008. Tout ça, il va surfer dessus, il va jouer de cette islamophobie. Il a pris le pouvoir sur ce genre de programme, il le garde et se fait réélire en 2019 sur un autre programme, ou presque. 2019, ce qui va vraiment l'aider beaucoup, c'est un autre attentat, une attaque contre des soldats indiens. Une cinquantaine d'entre eux sont victimes de l'attentat en question, et il orchestre des frappes aériennes contre le Pakistan. C'est la première fois que l'Inde ose attaquer le Pakistan militairement depuis 1971, et il apparaît comme le protecteur de la nation. Ça va être un autre élément de son succès, de sa popularité. Popularité que d'ailleurs il cultive beaucoup à l'international, parce que il est mis en scène à travers le monde, il voyage énormément, et puis les populistes, Trump notamment, l'aident à avoir une notoriété internationale qui en Inde est vécue comme une apothéose. Ce qui rejoint d'ailleurs Erdogan, qui a beaucoup joué de la diaspora aussi, diaspora turque à l'étranger. Donc un peu comme Erdogan, effectivement, c'est un caméléon, c'est un vrai caméléon, Modi.
En vérité, il remporte les élections en 2019 en partie parce qu'il apparaît comme un homme fort face au Pakistan, mais il a d'autres cordes à son arc. Entre 2014 et 2019, et ça continue depuis, il parle à la radio tous les mois aux Indiens, et là, c'est une autre figure qui apparaît. C'est le père de la nation, c'est la conscience du peuple, c'est le conseiller. Il est le populiste dans toute sa splendeur, en étant à ce point en prise directe avec un peuple dont il vient, parce qu'il a des origines plébéiennes. Il est un self-made man. Il a moyen de dire « je suis comme vous, vous êtes comme moi ». Donc ça, c'est quand même des éléments à prendre en considération pour expliquer sa réélection. Mais bon, le plus important est encore ailleurs. S'il se maintient au pouvoir, c'est par des moyens qui sont très peu démocratiques, au final. Il a réussi à contraindre la presse à faire de l'autocensure, voire à tresser ses lauriers, à louer son bilan en permanence, grâce notamment à des oligarques proches du pouvoir qui accaparent les moyens de communication les uns après les autres. Il a réussi à mettre l'indépendance de la justice entre parenthèses en tordant le bras aux juges, en refusant de valider les nominations de juges de la Cour suprême qui lui paraissaient trop peu dociles. Il a réussi à émasculer l'opposition en maniant à la fois le bâton et la carotte. Le bâton, c'est tous ces contrôles fiscaux, ces mises en prison, ces arrestations de tant de leaders du Congrès ou d'autres partis. La carotte, c'est des défections qui sont orchestrées parce qu'on offre à un opposant un portefeuille ministériel ou des sommes d'argent colossales. On va voir des transfuges roulés en Rolls à Bangalore après avoir changé de parti. Ce n'est qu'un exemple. Ils sont légion, les exemples de ce style, qui font que l'opposition, même quand elle gagne certaines élections, ne garde pas le pouvoir très longtemps, parce que certains de ces élus vont changer de parti. Et ce sera le cas en Karnataka, ce sera le cas en Madhya Pradesh. Donc ça, c'est la face noire de l'autoritarisme de Modi, qui nous rapproche encore d'Erdogan d'ailleurs. Il y en a d'autres, des aspects noirs. Par exemple, la surveillance. On est dans un état policier à bien des égards. Et là, les victimes, ce sont les universitaires, les intellectuels, 4 d'entre eux, des journalistes, 4 d'entre eux seront assassinés dans ces années où il a pris le pouvoir. Les ONG qui ne peuvent plus recevoir d'argent de l'étranger aussi facilement. Le nombre d'ONG a été divisé par 3 en quelques années, de 30 000 à 10 000, ce qui est absolument spectaculaire dans un pays où les ONG jouent un rôle aussi important. Bref, quand on parle de face noire, il faut aller jusque-là, jusque dans ces méthodes qui relèvent, d'un autoritarisme tel que on peut dire que l'Inde est aujourd'hui un exemple d'autoritarisme électoral. Bien sûr qu'il y a des élections. Et il peut les perdre, tout comme Erdogan peut les perdre, tout comme Bolsonaro les a perdus, tout comme Netanyahou les a perdus. C'est aujourd'hui un nouveau type de régime que l'on voit se répandre à travers le monde. Ces leaders ont besoin de la légitimité que donnent les urnes. Ils ne peuvent pas faire autrement, c'est leur seul atout. Mais les élections se déroulent dans des conditions telles que, évidemment, on n'est pas sur un échiquier où les forces en présence ont les mêmes chances de l'emporter. Et alors, il y a une question qui se pose évidemment pour toute force politique, qui est celle de la base sociale. En termes, je dirais, peut-être en Inde, justement, de classe et de caste, et peut-être en distinguant la base électorale, donc ceux et celles qui votent pour le BJP, et puis la base militante, les couches sociales dans lesquelles le BJP et plus largement le RSS vont recruter leurs militants et leurs cadres. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là du BJP et du RSS ? Alors, on peut dire d'abord que le noyau dur des soutiens du nationalisme hindou, ce sont les hautes castes. Et on peut dire même que c'est les brahmanes. On a longtemps considéré que c'était un mouvement de brahmanes et de banya, de castes marchandes, qui ont en commun
une très forte orthodoxie religieuse, un très fort conservatisme social, un sens de la hiérarchie qui est très chevillé au corps. Et d'ailleurs, tous les chefs du RSS, sauf un, sont des brahmanes. Mais évidemment, les quelques 5-6% de brahmanes qu'il y a en Inde ne peuvent pas disputer les élections avec des chances de l'emporter très grandes. Donc il a fallu élargir la base de ce mouvement. Et il y a plusieurs techniques pour ça. La première, c'est ce qu'on appelle la sanskritisation. La sanskritisation, c'est une notion de l'anthropologie indianiste, qui nous vient de M.N. Srinivas, pionnier de l'anthropologie indienne dès les années 50, qui dit finalement, ce système des castes, il se perpétue parce que ceux qui sont en bas de la hiérarchie n'ont d'autre projet que d'imiter ceux qui sont en haut. Et donc, d'être perçus comme moins impurs qu'ils n'y paraissent. Parce que c'est ça le critère de la hiérarchie, c'est le pur et l'impur. Donc on va vouloir imiter le brahman en étant plus végétarien, en tout cas en public, en faisant des tâches moins dégradantes. Et là, le RSS a un levier considérable parce qu'il peut aller vers les basses castes en leur disant « Mais vous êtes les bienvenus sur les chakas, venez nous rejoindre. » Et évidemment, on est flatté, on se sent honoré dès lors que de telles élites vous accueillent. Et là, la sanskritisation va jouer un rôle considérable dans la plébéianisation du RSS. Peu à peu, c'est très progressif comme phénomène. Très, très, très progressif. Mais on peut dire que peu à peu, ils ont réussi à attirer des gens de basse caste. Alors, pas tant des intouchables. Les intouchables sont vraiment tout en bas et sont les plus impurs. Alors, les accepter n'est pas si facile et les cadres du mouvement peuvent être réticents. On leur forcera pas la main. Par contre, il y a des castes intermédiaires, des castes basses, mais pas aussi basses que l'intouchable, ce qu'on appelle les Shudras dans la tradition hindoue, qu'on appelle les backward classes dans l'administration actuelle. Bon, des castes de paysans, des castes d'éleveurs, des castes de cultivateurs, des castes d'artisans, qui vont jouer le jeu de la sanskritisation aussi. Ça, c'est la première des techniques. La deuxième technique, c'est faire des choses pour ces gens-là en termes sonnants et trébuchants. Et donc, les syndicats ouvriers, les syndicats paysans, le parti politique, le BJP, peut rallier à son drapeau des membres de ces castes, de ces classes basses, en les défendant en termes socio-économiques, ou en leur faisant des cadeaux, entre guillemets. Donc là, on retombe sur le populisme de Modi, qui a été très bon dans cette capacité à donner une bonbonne de gaz gratuitement, des latrines, toutes sortes de programmes sociaux qui ont été orchestrés à grand renfort de publicité et qui ont fait mouche quand même. Qui expliquent que pour finir, en 2019, on ne peut pas dire que l'électorat du BJP est élitaire. On peut voir maintenant que parmi ces électeurs, il y a pratiquement autant de gens de basse caste que de gens de haute caste. Pas exactement, mais l'écart s'est beaucoup resserré et du coup, on est face à un phénomène qui n'est plus que politique, qui est social. Il y a une Inde qui, quelle que soit sa caste, quelle que soit sa classe, se retrouve derrière lui, et c'est finalement la région d'appartenance qui va être le critère discriminant, et ça vaut d'ailleurs beaucoup pour les populistes. Les populistes réussissent dans des territoires qui se sentent abandonnés, et dans ces territoires abandonnés, on peut être au sommet de la société. On va quand même se retrouver derrière le populiste parce qu'on va considérer qu'il vous défend globalement. Là, c'est pareil, d'une autre façon. Ce sont les
les régions qui ne sont pas dans le cœur du réacteur indie-phone, hein, parce que quand même la culture indie est majoritaire, donc les gens du Bengale, les gens de l'Orissa, les gens du Tamil Nadu, les gens du Kerala, les gens du Pendjab, voilà, toute la périphérie indienne en fait, résiste à l'attraction de cette mouvance nationaliste hindoue, mais par ailleurs, qu'on soit de basse caste ou qu'on soit de haute caste, quand on est dans la Indie Belt, quand on est au Gujarat, quand on est à l'ouest ou au centre de l'Inde, finalement, il n'y a plus guère de grandes différences dans le comportement électoral qui tiennent à l'origine sociale. Alors il y a deux événements sur lesquels il me semble intéressant de revenir, dont un que vous avez évoqué tout à l'heure, dans l'histoire plutôt récente de ce courant nationaliste hindou, qui sont la démolition de la mosquée de Babur et le pogrom anti-musulman de 2002 dans l'état du Gujarat, qui était alors gouverné précisément par Narendra Modi. Et si je ne m'abuse, il sera interdit de séjour dans toute une série de pays, notamment les États-Unis, pendant un certain nombre d'années, parce qu'il était considéré comme, en gros, responsable, soit par abstention, voire en ayant encouragé implicitement les militants nationalistes hindous à s'en prendre aux musulmans et musulmanes. Donc, vous l'avez dit, hein, il y aura à peu près, on estime, 2000 personnes qui ont été tuées, et beaucoup de gens, beaucoup de musulmans et musulmanes qui ont quitté l'état du Gujarat à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ces deux événements, nous dire en quoi ils ont une certaine importance, et peut-être aussi quel rôle a joué le RSS là-dedans, et notamment dans le second cas, le rôle qu'a joué Modi? Oui, alors là, il faut faire un peu plus d'histoire encore, en tout cas remonter dans le temps pour bien comprendre l'importance de ces événements, surtout d'ailleurs du premier. La démolition de la Babri Masjid du 6 décembre 1992, intervient quasiment 10 ans après que le RSS ait décidé de lancer un mouvement dans ce sens. Et ça nous amène à faire un pas de côté supplémentaire ou un pas en arrière supplémentaire. Pourquoi diable, au début des années 80, le RSS jette-t-il son dévolu sur cet enjeu pour ne plus le lâcher jusqu'à aujourd'hui? Eh bien parce que entre 77 et 79, les nationalistes hindous ont fait partie d'une coalition gouvernementale qui avait renversé Indira Gandhi en 77 et n'ont pas réussi à s'y faire accepter. Le parti du Janata, puisque c'est le nom du parti qui était né de la convergence de toutes les forces d'opposition à Indira Gandhi, se désintègre après 2 ans seulement, et c'est notamment parce que les socialistes reprochent aux nationalistes hindous de prêter allégeance au RSS et non pas au projet anti-congrès qui les animait au début. Là, le RSS se rend compte d'une chose, c'est que ils ne réussiront pas à appliquer leur programme dans le cadre d'une coalition multipartie. Il faut gagner les élections tout seul. Comment conquérir le pouvoir tout seul? En créant ce qu'ils vont appeler une banque de vote hindoue pour avoir l'électorat suffisant aux élections qui viennent. Comment est-ce qu'on crée une banque de vote hindoue? En trouvant l'enjeu le plus mobilisateur, celui qui va pouvoir émotionnellement rallier le plus grand nombre de soutiens. Et là, il retrouve une vieille question, qui est cette histoire de la mosquée de Babur. Cette mosquée a été construite en 1528 et, dit-on, depuis assez longtemps d'ailleurs en Inde, sur les décombres d'un temple qui avait été dédié au dieu Ram, un avatar de Vishnu très populaire dans le nord de l'Inde. Il y avait un temple dédié à Vishnu, dédié à Ram, c'était son lieu de naissance. Les Moghols, le premier envahisseur moghol, Babur, l'a démoli, il faut le reconstruire. Alors l'histoire remonte à au moins 1949, en fait bien davantage, mais en 1949, des nationalistes hindous pénètrent dans la mosquée et y placent une statue de Ram et de son épouse Sita, disant «
Dieu est apparu dans la mosquée, exactement à la perpendiculaire du dôme principal. C'est bien le signe qu'il s'agit d'un temple. Il faut le reconstruire. Alors, Nehru, immédiatement, impose les scellés sur cette mosquée, qui devient une structure peu utilisée, en vérité. Mais en 80, au début des années 80, on retrouve cet enjeu et on mobilise. Alors, avant les élections de 84, mais ces élections de 84, elles sont détournées de leur objectif, en tout cas de celui que poursuivait le RSS, parce qu'Indira Gandhi est assassinée le 31 octobre, et évidemment, l'enjeu du coup, ça n'est plus hindou contre musulman, c'est l'Inde face aux Sikhs, parce que ce sont ces gardes du corps sikhs qui l'assassinent, mais l'enjeu revient en 89, aux élections de 89, et là c'est un tournant, parce que le BJP réussit à mobiliser sur cet enjeu, en ayant d'ailleurs une stratégie de communication exceptionnelle. Ils amènent dans la plupart des villages de l'Inde, dans au moins plusieurs centaines de milliers des 500 000 villages indiens, des briques marquées du nom de Ram, en disant aux électeurs, si vous nous soutenez, cette brique servira à construire le temple que nous devons à notre Dieu Ram. Bon, 89, le BJP passe de 2 sièges à 88 sièges. 91, il continue sa poussée, 120 sièges. 98, 160 sièges. Il prend le pouvoir, mais en coalition, il ne peut rien faire qui déplaise à ses partenaires. Et il faut donc attendre 2014 pour que finalement, il puisse le faire. Mais entre-temps, il y a eu, en décembre 92, la démolition de la mosquée, qui intervient dans un contexte très particulier. En 91, le BJP a remporté les élections dans l'état d'Uttar Pradesh, où se trouve Ayodhya, où se trouve la mosquée. Et donc, le gouvernement local est un allié de ceux qui vont démolir la mosquée. Mais, au centre, à New Delhi, on a un parti du Congrès très faible, un Premier ministre pusillanime, Narasimha Rao, qui ne va pas empêcher la mosquée d'être démolie. Et c'est une conjonction de facteurs qui explique que ça ait lieu. Alors, c'est un épisode dramatique, c'est un tournant, parce que on voit armés de pioches et de piques des centaines de militants en un dimanche raser un monument du XVIe siècle. Et on le voit parce que ça a été filmé, bien sûr, et que ça fait le tour de l'Inde. Et c'est à l'origine d'émeutes immédiatement, parce que les musulmans, notamment à Bombay, vont se mobiliser contre, enfin, en représailles, en quelque sorte. Et du coup, on a des émeutes qui sont d'un nouveau genre par leur ampleur. Hein. Bombay 92-93 même, hein, ça dure. C'est un tournant pour la ville, et ça prépare l'autre pogrom, puisque on peut parler de pogrom déjà à Bombay, qui aura lieu lui 10 ans plus tard, et qui reste lié à l'affaire d'Ayodhya, puisqu'en fait, ce pogrom au Gujarat en 2002, il est provoqué par la façon dont des militants nationalistes hindous, qui sont allés à Ayodhya pour construire le temple, et puis ont dû faire marche arrière parce que la police ne les a pas laissés le faire, eh bien, ces gens sont victimes d'une attaque qui reste très, très mal élucidée, mais dans un train qui les ramène d'Ayodhya, en gare de Godhra au Gujarat. 2 wagons sont attaqués et incendiés, et plus de 50 hindous donc sont morts. C'est le point de départ du pogrom, parce que Modi, chef du gouvernement depuis même pas 6 mois, immédiatement dit que c'est un complot, ramène les corps calcinés à Ahmedabad et les montre à la télévision en boucle, et le lendemain, à Ahmedabad même, mais ailleurs, les nationalistes hindous prennent d'assaut les quartiers musulmans, et il préside en tant que chef du gouvernement à ce qui est un véritable pogrom. Alors, ces 2 événements, 92-2002, à 10 ans d'intervalle, du coup, s'inscrivent dans la même logique et contribue à polariser la société indienne. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des moments qui sacralisent par le sang la solidarité hindoue contre l'agresseur musulman, que ce soit celui qui
1528 a construit une mosquée ou celui qui en 2002 a attaqué le train. Hein. Et puis d'un autre côté, ça solidarise évidemment les musulmans qui se retrouvent victimes, ghettoisés, ne pouvant plus trouver aussi facilement qu'avant à vivre dans les quartiers mixtes, exclus du marché du travail de plus en plus, s'auto-censurant. Hein. Les musulmans se replient sur eux-mêmes, ne vont plus chercher à faire des études autant qu'avant, à trouver des emplois dans différents secteurs d'activité autant qu'avant. Bref, ce sont deux moments clés dans cette polarisation de la société qui aujourd'hui est enquistée et quasiment, on peut dire, officialisée. Alors sur ce thème justement de la polarisation ethno-religieuse en quelque sorte, il y a la question évidemment complexe du Cachemire qui fait l'objet d'un conflit territorial en particulier entre l'Inde et le Pakistan, mais aussi la Chine, si je ne me trompe pas. Quelle est la position du BJP sur cette question? Comment en quelque sorte ils ont approché cette question du Cachemire? Quelles ont été les politiques de Modi en la matière, en particulier dans la dernière période? Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Bien sûr. Et là encore, il faut revenir aux origines historiques, parce que le Cachemire est scindé en deux dès après la partition. Le Cachemire, le Jammu et Cachemire, pour utiliser le titre officiel de l'État, était un État princier, une principauté à majorité musulmane, mais dont le prince était un Maharaja hindou. Et donc, pour les Pakistanais, pour ceux qui venaient de créer le Pakistan, il est évident que cette province avait vocation à leur revenir, mais le Maharaja, lui, accède à l'Inde. Et c'est pourquoi des troupes pakistanaises, paramilitaires avant d'être militaires, infiltrent la province, font reculer les troupes indiennes et finalement acquièrent un territoire qui est toujours aujourd'hui en leur possession, ce qu'on appelle l'Azad Cachemire, le Cachemire libre du côté pakistanais, ce qu'on appelle le Pakistan Occupied Cachemire du côté indien. Le BJP considère que reconquérir la partie cachemiri, la partie pakistanaise du Cachemire, est une priorité depuis le début. Et pas que le BJP. Aujourd'hui, c'est le BJP, mais ça a été la position des nationalistes hindous dès 47-48. Et quand en 1950, le Premier ministre Nehru fait une concession au Jammu et Cachemire en lui disant « Si vous accédez à l'Inde pleinement comme un des États de l'Union, vous bénéficierez d'une certaine autonomie additionnelle », alors là, les nationalistes hindous considèrent que c'est une grave erreur politique. Nehru leur concède un drapeau particulier, une assemblée particulière, une constitution particulière, et puis le fait que seuls les habitants de l'État pourront y acquérir de la terre, pourront y occuper certains emplois. Bon, ça pour les nationalistes hindous, c'est en fait cultiver le séparatisme, c'est entretenir le sécessionnisme. Et donc ils n'auront de cesse que de réclamer l'abolition de l'article 370 de la Constitution qui accorde ce genre de concession, ce genre d'autonomie au Jammu et Cachemire. Ils n'en ont pas démordu. Alors, ils seront confortés dans leur attitude lorsque le Jammu et Cachemire abritera des groupes de fait sécessionnistes. Alors, des groupes sécessionnistes qui sont devenus sécessionnistes parce que l'Inde ne les a jamais vraiment accueillis. C'est-à-dire que en dépit des promesses faites par Nehru, les concessions ne seront pas vraiment appliquées. On ne laissera jamais les Cachemiris désigner leurs gouvernants librement. Il n'y a pas d'élection digne de ce nom avant les années 70 au Cachemire, au Jammu et Cachemire. Donc ils sont sécessionnistes par rejet de New Delhi, par dépit aussi. Mais ils le sont. Ils le sont, et le Jammu and Kashmir Liberation Front, le JKLF, prend son essor dans les années 80. En 89, boycotte les élections, taux de participation 6% au Jammu et Cachemire. Le Cachemire apparaît comme perdu. Et donc, les nationalistes hindous disent, voilà une bonne raison d'abolir l'article 370. C'est encore pire dans les années 90 parce que les islamistes, les djihadistes, infiltrés par le Pakistan, commencent
a mené des opérations qu'on peut qualifier d'attentats, Fedayin, dès 99, puis surtout dans les années 2000. Là, on est obligé même de suspendre toute la vie démocratique ou proto-démocratique qui existe dans l'État. Ça conforte les nationalistes hindous dans l'idée que véritablement la solution, c'est, on pourrait le dire, l'annexion, en quelque sorte. En tout cas, l'abolition de toutes les spécificités de la province. Et c'est ce qu'ils font pour finir en 2019, en abolissant l'article 370, mais d'une manière violente, en mettant en prison des milliers de Cachemiris, militants politiques, militants des droits de l'homme, journalistes. En résidence surveillée, 3 anciens chefs du gouvernement de Jammu et Cachemire, et ce pendant des mois et des mois et des mois. Et en déployant des forces militaires. Il y en a toujours eu beaucoup des soldats au Jammu et Cachemire, surtout au Cachemire. On a en gros un ratio de un soldat pour 10 Cachemiris. C'est assez énorme, avec probablement 1,5 million de soldats dans la province. Donc ça se renforce encore plus dans le contexte de l'abolition de l'article 370 en 2019. Et aujourd'hui, on peut dire que ce qu'on voit à l'œuvre, c'est une politique de colonisation. On retrouve le parallèle avec Israël. Qu'est-ce que cherche à faire l'Inde? Qu'est-ce que cherche à faire New Delhi? Réduire le poids des Cachemiris au Cachemire. Dans l'administration, c'est fait. Ils ont décachemirisé l'administration quasiment. Mais sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on permet maintenant à de non-Cachemiris d'acquérir de la terre, notamment des militaires qui sont basés là pour des années et des années. Et puis on permet à des non-Cachemiris d'accéder à des emplois dans l'administration, mais pas que, sur place. Donc oui, les Cachemiris vivent cela comme une forme de colonisation. Et ça rend très difficile l'organisation d'élections. Le BJP ne croit pas aujourd'hui pouvoir remporter un scrutin régional au Cachemire, si jamais il en organisait un. Il l'a promis, on l'attend, mais maintenant, depuis 2019 et même avant, il n'y a pas d'élection programmée dans la province. On est sur une politique de colonisation, voire d'occupation, si on utilise des mots qui nous sont familiers. Alors, on a évoqué la doctrine de l'hindutva, de l'hindouité. Vous avez insisté sur le caractère, on dirait aujourd'hui, identitaire ou exclusiviste et ethniciste par bien des aspects, voire racialiste. Bon, dans le discours initial du RSS et fondateur. Est-ce qu'il y a une dimension économique, par ailleurs, dans l'idéologie du RSS et du BJP, ce qu'on pourrait un peu traduire par comment ils se positionnent par rapport au conflit de classe, par exemple. L'Inde n'est pas du tout un pays dénué de lutte de classe. On l'a vu notamment les luttes paysannes début 2021, qui ont été absolument massives, mais aussi des grèves de masse, dont on estime qu'elles sont peut-être les plus grandes grèves en termes de nombre, en tout cas à l'échelle de l'humanité et de l'histoire de l'humanité. Donc, comment ils se positionnent par rapport à tout ça et par rapport au capital et puis au grand clivage dans l'économie? Est-ce qu'ils ont une doctrine? Oui, il y a une doctrine qui nous ramène encore aux années après l'indépendance. Dans les années 50, lorsque l'Inde opte pour la planification quinquennale, pour une forme de capitalisme d'État, eux défendent une économie qui soit d'abord rurale, fondée sur l'artisanat, l'agriculture bien sûr, et où l'État joue le rôle le plus minime possible. Alors en cela, il se distingue à peine du Mahatma Gandhi. Et il y a des affinités très fortes dans la pensée économique des nationalistes hindous et des Gandhiens. Puisque cette ruralité-là, cette valorisation de l'artisanat, c'est quelque chose qu'on retrouve au cœur de la pensée gandhienne. Alors, eux reprennent cela et aussi le rejet de la lutte des classes qui est également central dans la pensée gandhienne. Il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de lutte des castes. Nous formons, disent-ils, une société harmonieuse.
la hiérarchie n'est pas vécue comme disharmonieuse. Et leurs syndicats, d'ailleurs, sont des syndicats qui rejettent la lutte des classes. Hein, et c'est vrai pour les syndicats étudiants, où les enseignants sont invités à participer, tout comme dans leurs syndicats ouvriers, il n'y a pas que des ouvriers. Alors, ça c'est l'idéal, c'est le discours, c'est l'utopie en vérité. Hein. En pratique, ils s'y tiennent pour des raisons d'abord relevant de leur intérêt. Comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui attire beaucoup les castes marchandes. Les castes marchandes sont allergiques à l'intervention de l'État. Elles veulent absolument se protéger de toutes ces régulations, de tous ces efforts pour aussi redistribuer, bien sûr, du revenu. Et donc, l'idéologie va servir des groupes, des corporations, de plus en plus influentes au sein du mouvement. Et longtemps, on pourra dire que le nationalisme hindou est un mouvement de petits commerçants. On retrouve, si vous voulez, quelque chose qu'on a connu de l'ordre du poujadisme, en quelque sorte. La boutique. Voilà. Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre, et je ne veux pas que l'État s'en mêle. Bon. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'avec Modi, ça aussi, ça change. Et beaucoup même. C'est-à-dire que lui, au Gujarat, a fait alliance avec des grands capitaines d'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont beaucoup moins libéraux que ce qu'on dit souvent, et Modi les protège en échange, évidemment, de financements sonnants et trébuchants pour ses campagnes électorales. Il faut quand même rappeler que la campagne électorale de 2019, c'est 3,5 milliards de dollars. Hein. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas les élections en Inde sans ouvrir sa bourse. Et pour ça, il faut la remplir avant. Et qui peut la remplir? Ces grands magnats que lui protège d'une manière explicite. Alors, bien sûr, Mukesh Ambani, qui est traditionnellement à la tête du premier empire industriel de l'Inde, mais les Tata aussi bien, et puis un nouveau venu, une étoile montante, météorique, Gautam Adani, qui en l'espace de 20 ans va être propulsé du statut de patron de PME à la première fortune de l'Inde, jusqu'à ce que sa chute soit précipitée par des malversations. Mais vous avez là une bonne explication du système oligarchique dans lequel on s'inscrit, qui nous ramène encore à d'autres populistes qui sont devenus autoritaires et oligarques, hein, Orban n'étant pas le dernier, et qui ne sont pas libéraux. Ces gens-là ne sont pas libéraux. Ils ne veulent pas, par exemple, être concurrencés par des entreprises multinationales qui viendraient chasser sur leurs terres. Donc, le libre-échange, c'est pas du tout leur tasse de thé, et que l'État leur attribue des secteurs entiers de l'économie, comme on le voit aujourd'hui, hein, les aéroports, c'est pour Adani, par exemple. Ça leur va très bien. La téléphonie, c'est pour Ambani. On est quand même là dans un énorme paradoxe, parce que on a élu Modi, et l'Occident a chanté les louanges de Modi au nom du libéralisme économique, et au final, on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas market friendly, mais qui est business friendly, et ça fait une grosse différence. Alors peut-être pour arriver vers la fin de cet entretien, comment ils envisagent la transformation de l'État? Est-ce que d'une certaine manière ils sont sur un registre de transformation progressive de la matérialité en quelque sorte de l'État, de son fonctionnement? Est-ce que leur modèle c'est en quelque sorte une longue marche dans les institutions de telle manière que progressivement on le vide de tout ce qui peut constituer une forme de garantie juridique, par exemple pour les minorités, etc. Donc j'ai parlé de guerre de position. Est-ce qu'il y a un peu de ça finalement dans leur vision de la transformation de l'État? Parce que en quelque sorte, ils ne brisent pas l'État démocratique constitutionnel. Ils ne l'ont pas brisé de manière brutale et rapide. On a un peu l'impression qu'ils étouffent progressivement les libertés politiques, d'expression, d'organisation, de réunion, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est bien ça? D'une certaine manière, on ne rompt pas avec les élections libres ou formellement libres et le pluralisme politique formel, disons, mais progressivement on vide en quelque sorte de contenu la démocratie libérale, pour faire vite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une érosion de l'état de droit
qui se traduit quand même par des lois nouvelles, hein, par exemple les lois qui redéfinissent l'accès à la citoyenneté. En 2019, on a amendé le Citizenship Act, faisant en sorte que les non-musulmans réfugiés en Inde sont les seuls éligibles à la citoyenneté indienne. Autre exemple, les lois qui rendent quasiment impossible la conversion à une autre religion. Ou les lois qui rendent quasiment impossible les mariages interreligieux. On accuse d'ailleurs les musulmans de love jihad, d'utiliser la séduction pour convertir notamment des femmes hindoues. Si c'est ça, les épouser, les convertir ensuite et leur faire des enfants qui seront musulmans. Donc là, il y a des lois, il y a toute une batterie de lois qui montrent que l'État sert à quelque chose. Et on va utiliser la police pour mettre en œuvre ces lois. Mais le projet le plus, je dirais, porteur pour eux, c'est la capture de l'État, l'infiltration des institutions, et d'abord la justice, hein, c'est évident, et plus encore, l'affaiblissement de l'État. C'est-à-dire que c'est une tradition politique qui ne croit pas à l'État. Et c'est pour ça, hein, la boucle est bouclée, hein, on revient à ce que je disais à propos du fascisme. Pour eux, l'État, c'est artificiel. C'est une construction qui n'a pas la substance, l'épaisseur, la vitalité de la société. C'est la société qu'il faut conquérir. C'est ce que pensaient aussi des doctrinaires nazis. Non, mais tout à fait. Alors là, il y a des affinités, effectivement. Les affinités sont plus avec le nazisme qu'avec le fascisme. J'ai le premier chapitre de mon bouquin qui est tiré de ma thèse. Enfin, c'est là-dessus que je mets le doigt, tout à fait. Et d'ailleurs, Pierre Birnbaum, à l'époque, m'avait attiré mon attention sur ce sujet et j'en suis toujours reconnaissant. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Cette idée que c'est pas par le contrôle d'en haut, mais par le contrôle d'en bas, en quelque sorte, qu'on va dominer pour toujours l'Inde. Ça a pour conséquence de laisser se développer des polices culturelles, des milices, des mouvements qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas légaux, mais qui sont légitimes. Légitimement, ils imposent les règles de la société hindoue. Pas de mariage intercaste, contrôle des filles et des femmes, contrôle de ce que l'on mange. Vous avez ce que Gilles Fabre-Garrigues et Laurent Gaillet, dans un livre récent, ont appelé le vigilantisme. C'est une expression qui nous vient de l'anglais, mais qui est irremplaçable. C'est-à-dire que ce sont des vigilantistes qui, dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque village, représentant la société, mais formés par le RSS, contrôlés par le RSS, impose une orthopraxie. C'est quelque chose qui est très hindou. L'hindouisme n'a pas d'orthodoxie. Il n'y a pas de livre avec un grand L, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas un clergé, il n'y a pas une église. Mais par contre, il y a une orthopraxie. Et c'est le système des castes qui dirige ça, enfin, qui surdétermine tout ça. Eux, ils sont là pour non seulement faire que le système des castes perdure, mais que tout ce que eux ont ajouté comme idéologie hindutva soit aussi mis en œuvre. Alors ça veut dire boycott des musulmans, ghettoisation des musulmans. Ça, c'est plus important. Et pour que ça marche, il faut un État faible. Parce que si vous avez une police qui peut interférer, s'ils perdent le pouvoir, et que des opposants reviennent à la tête de l'Inde, et qu'ils ont les instruments de leur politique, qu'ils ont une police encore en état de fonctionner, ça peut ruiner leur projet de long terme. Donc, il s'agit de capturer l'État, mais plus encore d'affaiblir l'État, pour qu'ils contrôlent la société à travers leurs propres institutions, leurs propres armées privées, en quelque sorte. Et vous en avez toute une myriade, le Bajrang Dal étant l'un d'entre eux, mais ils ont quantité d'organisations très bien formées, très bien armées, très violentes. Et alors ça vaut dans les villages, dans les rues des villes, ça vaut sur le net, parce qu'en fait, ce qu'on appelle le vigilantisme, c'est aussi sur Internet, ce sont tous les réseaux sociaux, qui sont constamment contrôlés, en permanence bombardés par leur propre propagande.
Avec notamment le culte du chef Modi qui est absolument omniprésent, de ce que j'ai pu comprendre dans les contenus culturels, disons au sens large, en Inde. Ouais. Et la vraie question, c'est est-ce que tout ça lui survivra? Est-ce que on a tellement valorisé le culte de la personnalité qu'une fois qu'il sera hors course, on pourra revenir à la case départ? Ou est-ce qu'au contraire, ce travail structurel sur la société fait atteindre à l'Inde un point de non-retour? Et c'est la question qui nous occupe tous, et il faudra attendre un peu avant d'avoir une réponse. Et alors, pour l'instant, il n'est pas hors course, puisqu'il y a des élections l'année prochaine, je le disais en introduction. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Est-ce que Modi est favori? Est-ce que le BJP a de bonnes chances de l'emporter? Ou est-ce que se coalise d'ores et déjà une opposition autour du Congrès et du Parti de l'homme ordinaire notamment, ou est-ce que, un peu, disons, sur le modèle de ce qui se joue actuellement en Turquie, où l'opposition est globalement unie pour vaincre Erdogan, qu'est-ce qu'on peut attendre des élections de l'an prochain? Alors l'opposition n'est pas encore unie, mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans ce sens. C'est le premier point positif, pourrait-on dire, en tout cas pour la démocratie. Et parce que les partis se rendent compte les uns après les autres que c'est leur survie qui est en jeu. S'ils continuent à jouer avec le feu en ne serrant pas les rangs, c'est leur propre existence qui est en jeu. Mais l'autre développement peut-être plus important encore, mais c'est corrélatif, c'est corrélé, c'est l'émergence de Rahul Gandhi comme un leader susceptible de rendre à son parti, au Congrès, sa vitalité. Alors, ça, c'est lié d'abord au fait qu'ils ont tenu des élections internes au Congrès, et c'était long overdue. Il y a des années qu'ils auraient dû se doter de cadres élus au niveau local, régional, etc. Mais c'est surtout dû au fait qu'il a conduit de la pointe sud de l'Inde jusqu'à Srinagar au Cachemire une marche de presque 4000 km qui, même si elle a été boycottée par les médias, a fini par changer son image et lui donner l'image d'un chef. Le Congrès a un chef. Il a un programme. Qui est attaqué actuellement par le BJP, y compris judiciairement, si je ne me trompe pas. Tout à fait, il a été condamné à 2 ans de prison. Du coup, ça le rend inéligible et ça l'oblige même à quitter le Parlement. On cherche à s'en débarrasser. Là encore, ce qu'a fait Erdogan avec le maire d'Istanbul. Exactement. Alors, il faudrait un jour qu'on cherche à comprendre qui imite qui, mais ces leaders sont en permanence dans le mimétisme de l'autre. Et il y a beaucoup de compagnies de PR américaines qui font passer les bonnes pratiques des uns aux autres, à n'en pas douter. Effectivement, ils sont en train de faire de Rahul Gandhi une victime, ce qui n'est pas nécessairement un bon calcul. Mais on le saura bientôt. Alors, on le saura bien sûr à l'occasion des élections de 2024, qui sont des élections nationales, mais on va avoir des indications avant ça de la façon dont l'opinion publique évolue, parce qu'au Karnataka, au Madhya Pradesh, au Rajasthan, au Chhattisgarh, il y a des rendez-vous électoraux régionaux qui sont d'une grande importance. Alors, Modi reste très populaire, le BJP est une machine de guerre redoutable, l'opposition n'a pas accès aux ondes, n'a pas accès aux médias, n'a pas accès au financement dont profite le BJP, mais si il n'y a pas un élément nouveau comme l'attaque de Pulwama en février 2019, il serait fort étonnant que Modi réédite un score comparable. Il y a quand même une fatigue, il y a quand même une lassitude, il y a quand même un ressentiment. La situation économique est très mauvaise, la situation sociale est très mauvaise. Le chômage des jeunes est absolument catastrophique en Inde. Donc ça peut quand même finir par être un argument, et c'est ce que l'opposition va jouer comme carte, c'est la carte socio-économique. Arrêtons de se polariser sur des enjeux identitaires pour retrouver des débats de type économique et sociaux. Bon, c'est pour l'instant ce qu'on peut dire, mais les choses peuvent changer, et encore une fois, il peut y avoir un événement. Modi
cultive la surprise, il peut sortir de sa manche quelque chose qui déstabilise l'opposition à nouveau. Alors, dernière question, Narendra Modi a été la première personnalité internationale accueillie chaleureusement par Emmanuel Macron après sa réélection. L'Élysée a par ailleurs annoncé qu'il serait l'invité d'honneur pour le 14 juillet cette année. Qu'est-ce que ça inspire, ça, à un chercheur qui travaille depuis longtemps sur le nationalisme hindou et qui connaît bien le personnage qui est Modi et sa politique? C'est la confirmation de ce que notre diplomatie est conduite par des considérations d'intérêt. C'est pas une surprise, hein. La realpolitik l'emporte sur tout le reste. L'intérêt en question, il est d'ailleurs décliné suivant deux modalités. Il y a l'idée que l'Inde peut faire contrepoids à la Chine dans l'Indo-Pacifique. Bon, et dans l'Indo-Pacifique, la France, puissance résidente, pense avoir besoin de l'Inde, pas seulement par rapport à la Chine d'ailleurs. Et puis l'intérêt, c'est les contrats. C'est les grands contrats qui vont du militaire à l'énergie et qui impliquent de grandes entreprises qui d'ailleurs abritent de plus en plus d'anciens diplomates ou d'anciens responsables des ministères régaliens. Donc on est sur une tendance lourde, hein. Les années Le Drian, lorsqu'il était ministre de la Défense, ont ouvert cette voie, ont conforté cette voie en vérité. Maintenant, ce qui est troublant, c'est cette façon que l'on a de définir l'intérêt dans le court terme seulement. L'intérêt, pourquoi pas? Qu'une nation suive son intérêt, quoi de plus naturel? Mais l'intérêt, il faut le voir dans une perspective de moyen terme, voire de long terme. Est-il de l'intérêt de livrer des armes très sophistiquées à des puissances dans lesquelles on n'est pas sûr de pouvoir faire confiance, en qui on n'est pas sûr de pouvoir faire confiance? Rappelons-nous qu'on était prêt à vendre des Mistral à la Russie il n'y a pas si longtemps. C'était quand même une façon de défendre les intérêts de la France qui aujourd'hui paraîtrait assez paradoxale. Et ce débat n'a pas lieu. Ce débat sur qu'est-ce que l'intérêt de la France, non pas à 5 ans, le terme d'un mandat, mais à 10 ans ou à 15 ans, ce débat n'a pas lieu. Il n'a pas lieu ni au Parlement, ni dans l'espace public. Et là, il manque une pièce au puzzle. C'est-à-dire que notre diplomatie est un peu myope, finalement. Et donc, je crois qu'il faut se poser la question de ce qu'est l'intérêt national, non pas à 5 ans, mais dans une perspective plus longue. Et j'appelle ce débat de mes voeux vis-à-vis de l'Inde, mais vis-à-vis de l'Égypte, vis-à-vis des Émirats, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Enfin, le nombre de clients est quand même considérable et le débat n'a pas lieu en France. Notamment peut-être du fait de l'importance de l'industrie militaire dans le capitalisme français, à voir. Et le capitalisme au sens très large, au sens très large, bien sûr. C'est un capitalisme d'État. Et je pense que c'est une partie de la réponse à la question. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien très riche, Christophe Jaffrelot. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle sur la plateforme Spectre, bien sûr, spectremedia.org et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Because school is not important and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Spectre.